La radiodiffusion française présente Ainsi parlait Alain. Hommage à Alain, 18 juin 1952. Dans une vie, tout est clair, tout est étal, et particulièrement dans la vie d'un homme de génie. Le génie se reconnaît à ce trait qu'il force la destinée par l'entreprise réelle, ce qui fait souvent une œuvre, et toujours un homme. C'est pour trouver cette mesure de grandeur que j'entreprends de vous raconter la vie d'Alain et de la laisser se dérouler devant nous. Pourquoi, direz-vous, prendre dès l'abord le ton de l'éloge? Croyez-moi, ne prête pas qui veut à l'éloge. Je voudrais que celui-ci soit d'un ton inimitable, par sa ferveur même. C'est ainsi qu'on parlait d'Alain. Voici Alain enfant. Il naît dans le Perche, en 1868. Petit-fils d'un indocile grand-père à la tête en décalitre, fils d'un vétérinaire bourru qui parlait par boutade. Prenons Alain dans son enfance. Il s'y trouve déjà presque tout entier. Il fait ses premières études au collège de Mortagne chez les prêtres. Ce collège était une belle ratoire, 4 murs et une fosse de jardin zoologique pour les récréations. Alain pourrait s'en plaindre, faire l'enfant acerbe et buté, pas du tout. Il se rattrape aux vacances, chassant et pêchant librement, et alors robuste, gai, heureux de tout. En 1888, lesté de ses baccalauréats, Alain vient à Paris au lycée Michelet pour suivre les cours de rhétorique supérieure et préparer l'école normale. 1888, c'est le temps du boulangisme. Notre jeune provincial voit le cheval noir et les mouvements de la foule, mais ses querelles ne lui paraissent pas sérieuses. Il est trop intelligent et pas assez ambitieux pour se rouler comme un petit chien derrière les défilés. Julien Quin. Je l'ai connu en effet peu de temps après son arrivée à Paris, quand il vint donner son enseignement au lycée Condorcet, et je l'ai connu très tard, peu de jours encore avant sa mort. J'étais chez lui dans sa petite villa du Vésinet avec André Mauroy en 1951. Et comme il était né en 1868, c'est vous dire qu'il est mort à 83 ans. Lorsque nous avons connu Alain, dans cette année 1903, il était déjà entouré du prestige du professeur admirable qui avait réussi à Lorient d'abord, à Rouen ensuite. André Mauroy. Moi, j'ai eu en particulier, alors à Rouen, en philosophie, j'ai eu pour maître Alain, qui est, à mon avis, le plus grand homme que j'ai jamais rencontré, et qui a vraiment, alors, lui, formé mon esprit. Tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu être, et si quelquefois j'ai bien agi, c'est grâce à Alain. Jean Missler. Je crois que ce qui était particulièrement intéressant chez Alain, c'était de le voir penser exactement comme on verrait une machine à travers une vitre. On avait l'impression, en assistant à un cours d'Alain, en écoutant ses raisonnements, de voir la pensée s'échavoter exactement comme un cristal se forme dans une solution. Jean Paulhan. Quand une petite jeune fille va au bal pour la première fois, ce qu'elle imagine, ce qui fait son plaisir, ça n'est pas seulement qu'elle se dit qu'elle va au bal pour la première fois, c'est qu'elle est persuadée d'être la petite fille qui, pour la première fois du monde, va au bal. Eh bien,
Si vous lisez Alain, vous verrez que telle est notre condition de chaque instant. C'est que le monde, quoi qu'on en dise, n'a pas encore été créé. C'est qu'il nous le faut inventer et réinventer chaque fois. Raymond Barbier. Tout ce que je sais, je le lui dois, mais toute ma façon d'être, de juger les événements et de me refuser à juger les hommes, c'est à lui que je le dois. Et pourtant, je n'ai jamais revu Alain une fois que j'ai cessé d'être son élève. Henri Massis. Nous nous cachions derrière les colonnes de la cour du vieux Condorcet, c'était en 1903, pour le voir arriver, les mains dans les poches, la canne haute, le chapeau sur l'œil, sifflotant, fixant les nuages, quand il passait devant le digne, le majestueux Désiré Blanchet, notre proviseur. Pour savoir ce qu'était Alain, il faut avoir vu Émile Chartier, c'était son nom, dans sa classe. Quand vint pour lui l'heure de la retraite et qu'il quitta ce lycée Henri IV, où il avait éveillé des générations successives, n'avait-on pas songé à lui donner une chaire au Collège de France, lui qui n'était presque jamais dans la sienne lorsqu'il parlait devant ses élèves? Un Alain qui eût parlé tout seul. Un Alain maître de conférence, ce n'eût plus été Alain. Il lui fallait le libre mouvement de son corps, de ses jambes, et l'on ne voit pas Chartier enseignant assis. Quand nous vîmes entrer, pour la première fois, dans la classe, ce grand gaillard, robuste, trapu, solide, roulant les épaules, le corps bien bâti, découplé en force, quand nous entendîmes cette voix paysanne, nasillarde et joyeuse, ce fut d'abord de la stupeur. Ce lourd menton, cette bouche gloutonne qu'encadrait la moustache, ce teint vif, coloré, ses yeux bleus un peu battus, aux larges cernes, et qui regardaient en l'air, cette façon de poser les deux coudes à plat sur la chair quand il s'avisait de s'y attabler, rien dans l'attitude de ce bel animal humain n'évoquait les apparences maussades et renfrognées d'un professeur. Il semblait, en parlant, donner de l'exercice à sa joie, comme on en donne à ses jambes, pour aller vers les choses et découvrir l'idée dans la chose. Ce qu'il désirait nous donner, ce n'était pas des habitudes de pensée, mais des habitudes d'action. Les mots, il en avait horreur. Les mots permettent tout, disait-il. Et les maisons s'envolent, car il aimait s'exprimer par images de façon elliptique et en sautant les transitions. Le début des 81 chapitres. Cela n'enferme pas que le philosophe sache beaucoup, car un juste sentiment des difficultés et le recensement exact de ce que nous ignorons peut être un moyen de sagesse. Mais cela enferme que le philosophe sache bien ce qu'il sait par son propre effort.
Alors, le manteau d'Agamemnon et le mensonge à soi, c'est des textes très beaux. Je suis né simple soldat. Florence Codos. Passage sur l'enfance, c'est bon. C'est un des rares traits personnels qu'il y ait. De l'enfance, je dirais peu, car elle ne fut que bêtise. J'imitais, je récitais, je jouais, je lisais, je me racontais des histoires interminables, etc. En héros imperturbable et invincible, toute ma vie, ces récits de moi furent militaires, etc. C'est difficile de choisir parce qu'ils sont beaux. Madame Codos, vous avez été l'élève d'Alain? J'ai été son élève la dernière année de son enseignement. C'était en 1934. C'était dans une cagne de garçons où quelques filles étaient admises. C'était donc sa dernière année d'enseignement. Il était très fatigué, mais nous ne nous en apercevions pas. C'est après coup que je m'en rends compte maintenant qu'il était très fatigué, qu'il faisait un grand effort. Ce qui fait que peut-être que son enseignement était moins animé qu'il avait été d'autres années. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, je le pense maintenant. Et vous aviez accepté tout de suite d'être une disciple? Ah, j'y allais, oui, avec beaucoup d'attente. Et puis, les anciens se chargeaient aussi de faire la réputation. Il y avait les redoublants, les triplants qui revenaient volontairement, des anciens qui n'étaient plus élèves au lycée et qui venaient au cours. Il y avait une rumeur. Alors cette rumeur, on l'acceptait ou on la refusait, bien entendu. Il y a des gens qui ont changé de lycée pour ne pas être élèves d'Alain. Et d'autres qui ont changé de lycée pour être élèves d'Alain. C'était un choix au départ. De l'influence d'Alain sur les classes terminales. Alain a eu une influence essentiellement sur l'enseignement secondaire. Pas sur l'enseignement universitaire. On peut même dire que dans l'enseignement universitaire, on continue de faire silence sur Alain, son nom n'est pratiquement jamais prononcé. Pour recevoir l'influence d'Alain, il faut avoir la responsabilité d'une classe. Jacques Muglioni, inspecteur général de philosophie. C'est donc dans la classe, dans la pratique de la classe, dans la conception de la classe, qu'Alain a eu une influence certainement décisive, même chez ceux qui n'en ont pas conscience. Si l'on se réfère aux anciens manuels, qui étaient en grande partie la base de l'enseignement philosophique, on voit pour chaque question une succession de théories abstraites que les élèves apprenaient, qui se détruisaient les unes les autres successivement dans l'ordre chronologique. C'était un enseignement en grande partie rhétorique. Alain pratique l'analyse directe des exemples. Il n'invoque jamais aucun concept sans en indiquer, sans en fournir aussitôt le mode d'emploi. C'est une pensée qui est toujours tournée vers son objet. Il s'agit de savoir à quoi s'en tenir sur la passion, sur l'état, sur la pratique, sur la vérité. Autrement dit, c'est une pensée qui est toujours orientée vers le vrai. N'est-ce pas ? Il s'agit de savoir à quoi s'en tenir sur le vrai. Il faut absolument abandonner dans l'enseignement ce que j'appelle le style explicatif. Ce style explicatif ne touche pas, n'est-ce pas, n'instruit pas vraiment. On expose, mais quand on expose, on ne pense pas. On expose ce que peut-être auparavant on avait déjà pensé. Au style explicatif, j'oppose volontiers le style compréhensif.
qui consiste devant les élèves et avec eux dans une recherche. C'est-à-dire une réflexion qui se conquiert progressivement. La classe de philosophie n'est réussie que si les élèves assistent à une pensée qui se forme et participent à cette formation. Voilà pourquoi il n'y a aucun rapport entre une leçon et une conférence. La leçon est magistrale si l'on veut, parce que c'est la leçon du maître, n'est-ce pas ? Mais la leçon implique la participation d'une classe, d'un auditoire, même si dans les classes d'Alain, cette participation était pratiquement nulle, en ce sens que les élèves n'ouvraient pas la bouche, n'est-ce pas ? Alain insiste beaucoup sur le fait que même à Sévillé, les filles n'ouvraient pas plus la bouche que les garçons. Vous pouvez me raconter comment ça se passait à l'intérieur de sa classe ? Ça se passait d'une façon au fond très classique. Les élèves n'intervenaient pas. Je crois que ce n'était pas lui qui l'empêchait, c'était les anciens qui, par une espèce de tradition, comme se forment les traditions collectives, avaient décidé que les élèves ne devaient pas intervenir. De sorte qu'il faisait un cours, mais il avait trouvé un artifice pour faire quand même intervenir les élèves, et que je trouve intéressant, parce qu'il nous demandait d'écrire très rapidement quelques lignes. Il s'agissait de définition, un concept était mis en jeu, et nous devions immédiatement écrire bien moins qu'une page, une demi-page, une phrase. Et lui envoyait les papiers. Et quand il recevait ces papiers, il les lisait, les commentait, les approuvait, les désapprouvait, et il construisait sa propre définition à partir des corrections. Par conséquent, bien que les élèves ne prennent pas la parole, il y avait un dialogue. C'était de l'écrit, mais de l'écrit très rapide, qui par conséquent nous entraînait à faire une phrase rapidement, et donc finalement, au fond, ça nous entraînait pour un oral, bien que nous ne disions pas un mot. Le professeur de philosophie, je pense d'ailleurs que ce peut être valable pour beaucoup d'autres disciplines, ne doit pas être quelqu'un qui a préparé sa leçon et qui, coûte que coûte, devant ses élèves, veut faire la leçon qu'il a préparée. Il a préparé certainement, beaucoup, mais quand il est devant ses élèves, c'est à eux qu'il s'adresse. Et par suite, au moment même où il arrive devant eux, il doit faire comme s'il ne savait rien. Et d'ailleurs, en un certain sens, c'est vrai. Il ne sait plus rien au moment où il est devant eux et il faut tout retrouver avec eux, pour eux. N'est-ce pas ? Je crois que c'est par là qu'Alain a eu une profonde influence. Alors, il y a évidemment aussi la lecture directe des œuvres philosophiques. Et c'est peut-être là qu'Alain a eu l'influence la plus déterminante. Cette influence s'est manifestée surtout à partir des années, j'allais dire 50, sous l'impulsion de Georges Canguilhem, qui est un ancien élève d'Alain, et qui avait publié une petite collection de textes et documents philosophiques. Puis nous avons poursuivi. C'est surtout après 1960, c'est pas que l'étude systématique des textes a été, non pas introduite, car elle existait théoriquement, mais a été vraiment pratiquée. Il n'est pas douteux qu'un enseignement de philosophie tel que Alain pouvait le concevoir, ce n'est pas un exercice d'abstraction, même si l'abstraction y est très présente, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un simple exercice d'abstraction, mais c'est l'homme tout entier qui est engagé dans la réflexion. D'où certainement l'admiration de la plupart de ses anciens élèves. Mais l'admiration, il faut bien comprendre, c'est une admiration qui portait sur le penseur. On dit que ses élèves l'appelaient l'homme. Il ne s'agissait pas d'une admiration pour une individualité dans ses particularités, dans ses replis. Et votre impression de l'homme ? À ce moment-là, j'étais d'abord très intimidée. Donc ça empêchait d'avoir des impressions. C'est un peu plus tard, quand je n'étais plus son élève, je suis allée quelquefois chez lui. Et un été qui a précédé la guerre, je me suis trouvée
volontairement en vacances dans le même endroit que lui, non pas chez lui, mais dans la même localité, et j'allais le voir de temps en temps. C'est plutôt à ce moment-là que j'ai pu avoir une impression de l'homme. En classe, je me sentais très loin. Et il maintenait volontairement la distance? Je ne crois pas qu'il la maintenait volontairement. Il y avait, ma timidité naturelle, il y avait l'attitude des anciens. C'était plutôt les anciens qui étaient intimidants, peut-être plus que lui. Et puis lui, je me rends compte maintenant, il y avait la fatigue. Et puis, je crois, en regardant les propos sur l'éducation, qu'il y avait un peu le souci d'une certaine discrétion de part et d'autre. Discrétion du professeur à l'égard des élèves et discrétion des élèves à l'égard du professeur. Je crois que nous l'exagérions. Mais il y a peut-être un petit élément dans ce sens. Je crois, il me semble, que la familiarité venait de la part de quelques-uns lorsque, n'étant plus des élèves, ils allaient le voir. Et alors là, il était extrêmement direct, égalitaire, gai, autant que lui permettait sa santé, plaisantant. J'avais 2 auditoires, l'un et l'autre de très haute qualité, les garçons de Henri IV et les filles du collège Sévigné. La même doctrine des 2 côtés et la même méthode austère qui exclut bien vite les interrogations, les discussions, les exposés faits par les élèves, tous moyens de paresse. L'expérience m'a fait voir que les leçons péniblement suivies et retrouvées à grand travail sont ce qui délivre le mieux l'esprit de chacun. Les auditeurs ici et là le devinèrent bien vite, et les beaux parleurs ou les belles parleuses furent promptement détournés. Je crois pourtant qu'il y eut aussi des héroïques qui absorbaient tout. Je n'en sais rien, et je ne fus jamais curieux de ces choses. Dans les classes de ce niveau-là, on n'a point coutume de pousser les élèves à eux de se sauver s'ils peuvent. J'enseignais Platon très librement et très bien. Cet auteur a le privilège d'être peu lu, mal compris et bien célébré. J'ai imité très naturellement ses digressions et parenthèses. Non pas les illustres mythes, j'avais seulement l'art de les allonger, ce qui n'est pas peu. Les récréations en ces longues heures consistaient plutôt en énormes badinages. Par exemple, la brebis expliquant à l'agneau que tout ce qui leur arrive est pour leur bien, que le maître est bon, et choses de ce genre, ou bien Pharaon rationalisant la traite des esclaves, et si bien qu'il ne trouve plus de contremaître, ni peut-être de maître. Ou encore l'Anglais et sa fille Marie visitant l'éthique de Spinoza, le gardien avec ses grosses clés, les chapelles latérales et tout ce qu'on peut imaginer. J'aimais ces jeux. Je souhaite que les garçons devenus vieux les retrouvent dans leurs souvenirs avec autant de plaisir que moi. Et l'enthousiasme qu'il y avait donc pour cet enseignement a donné quoi? Il vous a appris quoi? Peut-être d'abord à aimer l'enseignement. De l'autre côté. Il est même curieux que, à ma connaissance, ça ne nous ait pas effrayés. Comme un modèle trop difficile à atteindre. Et puis à lire les auteurs. Et à lire les auteurs eux-mêmes. Et même, j'aurais des réserves à faire là-dessus, à ne pas lire les commentateurs, à ne lire que l'auteur lui-même. Rien que l'auteur, tout l'auteur. Alors d'immenses lectures si l'auteur a beaucoup écrit, et une certaine défiance à l'égard des commentateurs universitaires, ce qui peut avoir des inconvénients, parce qu'il y a tout de même eu quelques grands commentateurs qui valent la peine d'être lus. Et du point de vue des études, ça peut avoir des défauts.
On n'a pas toujours la force à soi tout seul de penser l'auteur sans se référer à un commentateur. C'est une des choses que j'en avais retenues. Et puis les références à certains auteurs maîtres, que je me souviens qu'un collègue qui était aussi un ancien élève appelait les grands auteurs instituteurs, ceux dans lesquels on peut apprendre à philosopher. C'est-à-dire essentiellement Platon, Descartes, Kant, peut-être au second plan, mais très important encore, Aristote, Spinoza, Hegel, mais moins instituteurs que les trois premiers. Aussi grands, mais moins initiateurs. Plus difficiles, tout simplement. Alors, ces références-là, j'y ajoute Auguste Comte, qu'il mettait très haut parmi les philosophes. Et beaucoup de ces idées s'expliquent par une imitation d'Auguste Comte. Ça, ce sont des points de repère. C'est la carte géographique de la philosophie, c'est les croisements de route dans la carte géographique de la philosophie. Et il vous lançait dans le texte. Il nous lançait dans le texte. Dans le texte, en attribuant même une valeur au texte, je me rappelle qu'il nous a dit une fois, si vous êtes malheureux, copiez l'éthique de Spinoza en latin. Ça sera un remède au malheur. Vous avez essayé? J'ai un petit peu essayé. Ça donne des résultats. Ça marche à moitié. Et qu'est-ce qu'il vous a appris d'autre, à part lire les textes et le goût d'enseigner? Ben, l'importance de la philosophie, à s'identifier à la philosophie, peut-être de s'identifier aux plus grands auteurs sans vanité ni modestie, la question ne se posant pas. Mais d'être de plein pied dans les grands auteurs, et puis que la philosophie soit partout, qu'il n'y ait pas à se demander si elle est la vie ou si elle ne l'est pas, parce qu'elle est tout simplement, je dirais, la nécessité interne de la philosophie. Non pas que les auteurs nous délivrent une vérité, mais qu'ils nous apprennent comment on s'y prend pour faire de la philosophie. Et alors je dirais que lui, de son côté, nous a appris comment on s'y prend pour faire de la philosophie, et puis que la philosophie est nécessaire, indépendamment de toute formule doctrinale qu'il nous aurait transmise. Et d'ailleurs, je crois qu'il se serait refusé à transmettre une formule doctrinale. Donc il ne vous a pas appris de doctrine? De doctrine, il y a là une question un petit peu difficile, parce que il y a chez Alain un refus du système, un refus de la forme systématique. C'est ce qui fait que quelques-uns l'ont pris pour un sceptique, que d'autres le rapprochent de Montaigne. Ces rapprochements sont très partiellement vrais, ils ne sont pas complètement faux, mais ce n'est pas le principal. Il refusait la forme systématique. On pourrait essayer de fabriquer un système d'Alain, ça serait très difficile, on y arriverait, mais ce serait très difficile parce que sa méthode était de procéder par négation. Il a écrit quelque part, je crois que c'est dans l'histoire de mes pensées, une idée que j'ai, il faut que je la nie, c'est ma manière de l'essayer. Et alors là, je crois qu'il faut insister beaucoup. Quand on prend un texte d'Alain choisi n'importe où, un peu au hasard, qui vous tombe entre les mains, il faut se rappeler que ce texte risque d'être pensé contre soi-même. Une idée que j'ai, il faut que je la nie, c'est ma manière de l'essayer. Alors, il y a chez lui des constantes, l'idée démocratique, l'idée de la liberté, l'idée, j'allais dire de l'égalité, je pourrais ajouter de la fraternité. Mais il arrive que dans un texte, il essaye de les nier, c'est une mise à l'épreuve pour lui. Alors, c'est le grand inconvénient de prendre des textes séparés, alors qu'il est très tentant de prendre des textes séparés, puisque quant à la forme, il est éparpillé. Donc il faut manier les recueils avec précaution, même quand c'est lui qui a fait le recueil. Je dirais qu'il faudrait tout lire. Les recueils sont thématiques.
Et ils sont de valeur inégale. Il y en a de très bons, tant que je me souvienne, celui qui est intitulé Minerve, par exemple, est très bon. Il faut en tout cas déjà distinguer les recueils thématiques faits à partir de propos par des amis et qui permettent de suivre une ligne d'idées. Et puis les quelques livres qu'il a composés lui-même et qui ont été conçus comme des ensembles. Ce sont les entretiens au bord de la mer, les idées et les âges, et les dieux, ce sont les principaux. Alors on peut ajouter Histoire de mes pensées, où il y a forcément l'unité d'un récit de vie. Il est important de voir que ce n'est pas une autobiographie, c'est une histoire de ses pensées. La vie privée est totalement estompée, à part quelques petits traits d'enfance, mais c'est une histoire de sa formation philosophique. Et certains chapitres ont le nom d'un grand auteur. Il y a un chapitre intitulé Kant, il y a un chapitre intitulé Rousseau. C'est-à-dire, chaque fois, ce qu'un auteur lui a appris. Alors là, nous avons une construction, évidemment, c'est la construction biographique elle-même. Et j'ai lu qu'il y a même des recueils qui ont été organisés par l'éditeur, comme Convulsion de la force ou L'échec de la force, et qui ont été interdits de réimpression. Par lui. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je ne le savais pas ou je l'avais oublié. Beaucoup de recueils ont été faits par des amis avec son autorisation, forcément. Je ne sais pas s'il y en a eu qu'il a désavoué, ça, je ne le savais pas. Avant-propos. 19 juillet 1916. Quelques-uns de mes lecteurs ont souvent regretté de ne trouver ni ordre ni classement dans les courts chapitres que j'ai publié jusqu'ici. Ayant eu des loisirs forcés par le malheur et les hasards de ces temps-ci, j'ai voulu essayer si l'ordre ne gâterait pas la matière. Et comme je ne voyais pas de raison qui me détournât d'aborder même les problèmes les plus arides, à condition de n'en dire que ce que j'en savais, il s'est trouvé que j'ai composé une espèce de traité de philosophie. Mais, comme un tel titre enferme trop de promesses, et que je crains par-dessus tout d'aller au-delà de ce qui m'est familier, par cette funeste idée d'être complet qui gâte tant de livres, j'ai donc choisi un titre moins ambitieux. Je ne crois point pourtant qu'aucune partie importante de la philosophie théorique et pratique soit omise dans ce qui suivra, hors les polémiques qui n'instruisent personne. Mais si ce livre tombait sous le jugement de quelques philosophes de métier, cette seule pensée gâterait le plaisir que j'ai trouvé à l'écrire, qui fut vif. En ce temps où les plaisirs sont rares, il m'a paru que c'était une raison suffisante pour faire un livre. Il y a une autre question que j'ai envie de vous poser, c'est son rapport, puisqu'on a tant parlé des auteurs, son rapport avec la pensée qui lui était contemporaine. Très réservé à cet égard, mais j'ajoute que je l'ai connu lorsqu'il était vieux. C'était peut-être différent dans sa jeunesse. Il a été familier des fondateurs de la revue de métaphysique et de morale. Il s'en est écarté ensuite, mais après plusieurs années, il y a d'ailleurs écrit. Et il a eu des rapports de camaraderie hostile, sans que l'hostilité, je crois, soit très violente, mais de réserve, avec le milieu de la revue de métaphysique et de morale. Beaucoup de réserve à l'égard de l'université, de la philosophie universitaire de son temps, avec un peu de raillerie. C'est-à-dire Bergson. Bergson, c'est un peu à part. Il y a un endroit où il manifeste à la fois de la déférence, peut-être même du respect pour Bergson, et de l'ironie et de l'hostilité pour les bergsoniens. Et par ailleurs, quant à la façon de travailler, ce qui serait plus sérieux, il était, je crois, hostile à une certaine façon de faire de l'histoire de la philosophie qui lui paraissait fuir la philosophie. Je crois qu'il faut bien préciser que sa lecture des auteurs n'était pas une lecture historique. Il s'agissait de s'en nourrir, de penser soi-même dans l'auteur et avec l'aide de l'auteur, et il récusait une lecture historique. Lire les auteurs, ce n'était pas faire de l'histoire de la philosophie. C'est pourquoi
Il nous entraînait parfois à ne pas lire les commentateurs. Et il a écrit, je crois que c'est encore dans l'histoire de mes pensées, peu m'importe que Platon ait pensé ce que j'y trouve, pourvu que j'y trouve quelque chose. C'est-à-dire une attitude extrêmement anti-historique. Par conséquent, à l'égard de ceux qui faisaient de l'histoire de la philosophie, il y voyait une façon de fuir. Autant je faisais mes études, je considérais Taine comme le roi des gobe-mouches. Cette espèce foisonnait l'école normale et plusieurs de nos maîtres en étaient des exemplaires assez remarquables. Le gobe-mouche avale tout, faits, textes et commentaires. Il rend cela en idée, si l'on peut ainsi dire. Et comme je puis savoir, en ouvrant l'estomac d'un oiseau, quelle chose comestible il a rencontrée. Ainsi, le discours du gobe-mouche montre des débris encore discernables des vérités qu'il a rencontrées en son vol de gobe-mouche, bec ouvert, sans choix. Je revois en imagination un jeune gobe-mouche qui s'est élevé depuis dans la littérature jusqu'à une place de demi-laquais. Demi-laquais, c'est majordome. Ayant ingurgité les matières de M. Taine, comme on disait, et en ayant composé, s'il est permis de parler ainsi, une sorte d'aliment concentré, il fut de notre année celui qui fut invité à déjeuner chez l'illustre académicien. Déjeuner réel et en même temps symbolique. Si vous voulez savoir où ils ont déjeuné, ouvrez l'estomac. Morceau de Taine, morceau de Renan, un peu plus tard morceau de Barrès. Au reste, on ne pourrait pas dire que Renan et Barrès furent eux-mêmes des gobe-mouches, car ils gouvernaient leurs pensées. Chacun à sa mesure, mais enfin, ils gouvernaient. Il me semble qu'il a dit, je ne sais plus s'il l'a écrit ou s'il l'a dit en classe, on cherche ce que Platon a dit de la justice pour se dispenser de penser ce que c'est que la justice. Alors ça n'empêche pas qu'il nous faisait lire Platon, mais pour nous apprendre à penser par nous-mêmes. Il s'agit que moi, c'est-à-dire n'importe qui, je pense en puisant mes forces dans le texte d'Alain ou de Kant. Oh, j'ai dit Alain, je voulais dire Platon. Mais à l'égard d'Alain lui-même, la véritable fidélité des élèves, ce serait de le faire servir de cette manière-là, sans esprit d'orthodoxie. Il n'y a rien de plus contraire à son attitude à l'égard des auteurs que l'esprit d'orthodoxie à l'égard de son propre texte. Esprit d'orthodoxie qui est très difficile d'ailleurs, parce que comme il s'est contredit, on peut toujours choisir. Donc chacun fabrique son Alain. Chacun peut fabriquer son Alain. Si on demande quel est l'Alain véritable, c'est la somme du tout, y compris ce besoin de penser contre soi pour éprouver la qualité des pensées. Alors, il y a des pensées qui résistent. Je comparerais à ce qui se passe dans les méditations de Descartes. Lorsque Descartes doute de l'existence du monde extérieur, c'est pour prouver que le monde extérieur existe. Mais en secouant l'idée, en essayant de la casser, pour voir si elle est de bonne qualité, l'idée de bonne qualité résiste. Propos d'Alain. Comment mettre une idée à l'épreuve si on n'essaye pas de la contredire? Un homme savant a compris un certain nombre de vérités. Un homme cultivé a compris un certain nombre d'erreurs. Et voilà toute la différence entre l'esprit droit et l'esprit juste. Celui qui n'a pas d'abord pensé une bêtise, il n'a rien à dépasser, il n'a rien à nier, il n'a pas à se corriger. Et bien entendu, il devient insuffisant, vaniteux, mais surtout, c'est encore le moindre mal qu'il devienne vaniteux. Mais en plus, il n'y a pas cet effort de l'erreur surmontée. L'esprit droit surmonte l'erreur sans la voir. L'esprit juste voit l'erreur, et certes, il n'y veut pas tomber, mais il veut y descendre. Tout ce qui a été cru par un homme, il le veut croire un peu. Il cherche la place d'où l'on voit le fantôme. Il regrettait, par exemple, qu'on soit amené à enseigner directement l'astronomie, que la Terre tourne autour du Soleil. Il aurait voulu qu'on commence par laisser penser que le Soleil tourne autour de la Terre comme on le voit, et puis faire observer de jour en jour, en mesurant l'ombre d'un bâton, refaire tout le cheminement qui a amené l'humanité à rectifier cette erreur. Une vérité était pour lui une erreur rectifiée, et toute la force de la vérité tenait à ce que c'est une erreur rectifiée. Je dirais même que l'erreur
est un bon commencement pour la réflexion. Il m'est arrivé de me tromper tout à fait dans des questions de mécanique, et mon géomètre, qui est infaillible, me regardait avec mépris. Mais bien loin de me sentir pour cela hors de l'humanité, au contraire, je me trouvais le frère de tous ces chercheurs empêtrés qui n'étaient point médiocres. Et l'erreur surmontée, c'est bien de la pédagogie active. Et ça expliquerait alors peut-être pourquoi il refusait, en tout cas comme étude première, des thèses comme celle d'Einstein qui lui paraissaient obscures et obscurcir l'esprit du lecteur moyen plutôt que d'aider à instruire. Oui, il y a de ça. Ce qui est bien vrai, c'est qu'il voyait dans la science surtout une éducatrice du citoyen, une éducatrice de la raison, et qu'une science qu'on ne peut pas vulgariser lui paraissait couper une petite élite. Il faut voir qu'à cette époque, les gens qui comprenaient Einstein étaient en fort petit nombre, et il n'a pas essayé, lui. Mais une science ésotérique, une science élitiste lui paraissait mauvaise pour la société, mauvaise pour la démocratie. J'ai fait mon chemin dans la compagnie de quelques grands hommes authentiques, et le reste n'a pas existé pour moi. Il faut bien que je me moque de ce qu'on en a dit et de ce qu'on en dira. J'ai pris au sérieux une seule chose, qui est de ne pas dire de sottises autant qu'il se peut, et de ne pas enseigner ce que je ne comprenais pas moi-même. Cela qui est évident tout de suite si l'on m'écoute sans préjugés, et ce qui m'a valu de n'être jamais discuté comme professeur. On s'en tirait par là. Mais je n'en appelle à personne, pas même au meilleur de mes élèves, car je ne reconnais point de juge et je n'en demande point. Sous ce rapport, je pousse jusqu'à une indifférence qui m'étonne moi-même. Il avait une grande réticence à l'égard de la philosophie universitaire française, mais il faut dire qu'à cette époque, si on met à part Bergson, qui d'ailleurs était déjà vieux à ce moment-là, et avait fait la plus grande partie de son œuvre, si on met à part Bergson, ce qu'il y avait de plus solide dans l'université française de cette époque, c'était l'histoire de la philosophie. Mais il a également été extrêmement critique, ou en tout cas léger, par rapport à ce qui pouvait venir déjà de la psychanalyse. Freud... Oui, mais alors il faut se rappeler qu'à cette époque, en France, la psychanalyse était très mal connue, commençait à être connue, mais dans des cercles très restreints. Beaucoup de choses n'étaient pas traduites d'ailleurs. La plus grande admiration à l'égard de Freud venue de France est venue des surréalistes et au prix probablement d'un contresens. Et du côté des médecins et des psychiatres, il y a eu une extrême réserve. Du côté de l'université, c'était ignoré. Et du côté du grand public, c'était raillé. Alors, au fond, Alain, à cet égard, il ne fait pas exception. Alors, on peut regretter qu'il n'ait pas fait exception. Oui, et puis en plus, il avait une objection de principe. Ce n'est pas son attitude qui est exceptionnelle. Alors, par ailleurs, il avait une objection de principe à l'égard de l'inconscient, de l'idée d'une pensée inconsciente. C'est une objection de principe dont je trouve qu'elle ressemble un peu à l'objection formulée par Sartre également, dans L'être et le néant, qui fait coïncider la conscience avec son propre être, que toute pensée est conscience et les consciences d'eux. Sartre n'a pas subi l'influence d'Alain. Bien entendu, Alain n'a pas subi celle de Sartre, c'est évident. Mais je crois qu'ils ont eu à ce moment-là une démarche assez semblable.
qui est peut-être une démarche à partir de Descartes, ou d'une certaine manière de lire Descartes, faisant coïncider la pensée et la conscience. Alors je me rappelle la formule d'Alain, il y a de l'inconscient, mais non pas dans l'esprit. Quand il dit il y a de l'inconscient, mais non pas dans l'esprit, où est-il s'il n'est pas dans l'esprit? Il est dans le corps. Alors il y a une façon de penser l'union du corps et de l'âme qui prend beaucoup à Descartes, mais je dirais un Descartes complet, y compris les quelques lettres où Descartes appuie sur l'union de l'âme et du corps et sur ce domaine original de l'existence que constitue l'union de l'âme et du corps. Ce n'est pas exactement cet intellectualisme qui superpose une pensée pure et un corps totalement inerte, et qui est ce que critique Merleau-Ponty. On peut penser qu'une partie de la critique de Merleau-Ponty vise Alain, vise Descartes à travers Alain. Je crois que ça passe à côté d'Alain. Et qu'il y a des descriptions existentielles de l'émotion, de la perception, qui lient étroitement le corps et l'âme. Mais il n'y a pas d'inconscient là-dedans. Mais vous dites effectivement qu'il y a des descriptions existentielles, mais le fait même qu'il y ait des propos chaque jour, c'est-à-dire essayer de prendre la couleur du temps, ou même sa peinture qui essayait de prendre la couleur de l'instant, le laisserait supposer effectivement. Oui, et je me rappelle un trait, par exemple, dans un propos. Il dit « percevoir un trou, c'est se retenir de tomber ». On voit qu'ici, la perception n'est pas une connaissance indifférente, ce n'est pas un simple renseignement sur le monde, c'est une façon de vivre son corps. Et je trouve ici une parenté avec le Merleau-Ponty de la phénoménologie de la perception, de la première partie, la partie sur le corps humain. Parenté que, me semble-t-il, Merleau-Ponty lui-même aurait dénié. C'est-à-dire que la perception amène à l'action. Je dirais même pas amène, mais que la perception est une attitude totale du corps à l'égard des objets qui l'entourent, attitude qui comporte aussi de la peur ou du désir ou de la joie, enfin toutes les variétés affectives, qui comportent des esquisses d'action, et il insistait beaucoup sur l'importance qu'ont les esquisses d'action, les petits mouvements freinés. Percevoir un trou, c'est se retenir de tomber, et non pas avoir simplement un renseignement sur le monde, il y a là un trou. Frappez, durcissez l'homme. L'idée de se venger est bien forte en lui. Mais elle ne cherchera pas longtemps un passage si tout est bien fermé. Comme dans les canons, l'obus ne partirait pas si la culasse n'était pas bien fermée. Ainsi, la colère de l'homme, ayant fait le tour de la culasse hermétique, se lancera toute vers l'ennemi. Mars ou la guerre jugée. Et dans ces textes sur la guerre, dans Mars ou la guerre jugée, on voit bien qu'effectivement, ce qu'il analyse, c'est la colère qui conduit à l'action, ou les différents mouvements qui font qu'un soldat avance ou recule. Oui, et notamment le rapport entre la peur et la colère chez l'homme courageux. L'homme courageux, c'est quelqu'un qui a peur et qui est furieux d'avoir peur, et furieux d'abord contre lui-même, et qui tourne sa fureur vers l'extérieur. Et donc vers l'ennemi. Forcément. C'est une réflexion bien naturelle que celle-ci. Soyons indulgents, car ils ont beaucoup souffert et ils souffriront encore. Mais ce raisonnement se trouve toujours mauvais, parce que la moindre partie de liberté conduit à réfléchir. Les vues du militaire sont plus justes. Soyons très sévères, car ils ont beaucoup souffert. Et ils ne nous le pardonneront jamais s'ils ont le loisir d'y penser. Alors tombent les coups de marteau, et sur le point sensible. Alors la moindre liberté est pourchassée. Les exercices et les sanctions, tout, jusqu'aux faveurs, a pour fin d'abolir entièrement l'idée même d'un droit et le moindre mouvement d'espérance. Ainsi, quand on veut faire agir un gaz, on le comprime.
Toute cette force jeune étant ainsi comprimée et contrariée avec suite, sans une faiblesse, par l'action d'un système parfait, alors, il n'y a plus d'échappée que contre l'ennemi. Et c'est lui qui paiera. Donc il y avait véritablement une description très précise des passions. Une description des passions, des émotions, l'émotion au départ et l'émotion incorporelle. Une façon de respirer, une façon de percevoir son propre corps d'abord, en même temps qu'on perçoit l'extérieur. C'est pourquoi je ne vois pas du tout un intellectualisme chez Alain, d'une manière générale d'ailleurs. Alain est un auteur qui récuse tous les termanismes. Si on commence à vouloir lui appliquer les termanismes, il est volontariste, il est intellectualiste, il est empiriste, il est rationaliste. Et tous les ismes. Il est optimiste et il est pessimiste, il est des deux à la fois. Il dit l'optimisme est de volonté. Ça veut dire que la connaissance est pessimiste. C'est-à-dire qu'il faut vouloir absolument. D'ailleurs, il me semble qu'il a dit, il me semble que j'avais noté ça dans mes cahiers de notes que j'ai perdus. Le pessimisme est de connaissance, l'optimisme est de volonté. Alors, est-ce que c'est pessimiste ou optimiste, cette formule? Oui, il dit dans Mars ou la guerre jugée, il dit souvent que l'absurde est souvent le plus probable. Oui, et que pour que tout aille mal, il suffit de laisser aller, qu'il s'agisse de la vie privée ou de la vie publique. Ce qui va de soi, c'est le pire. Et il est optimiste avec ça. Oui. Et d'ailleurs, c'était un homme joyeux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. André Mauroy, 7 juillet 1954. Il y a beaucoup de gens qui disent « Mon livre de chevet, ce sont les dialogues de Platon ou les pensées de Pascal » et qui n'ont jamais ouvert depuis le temps de leurs études ni Platon ni Pascal. Je vous prie de croire que lorsque je dis « Mon livre de chevet, et ce sont les œuvres d'Alain », je suis sincère et véridique. Non seulement j'ai lu et relu les propos sur le bonheur, mais je les ai fait lire par des centaines d'amis qui ont été, par cette lecture, guéris de maux, d'angoisses et de défauts qui auraient empoisonné leur vie. Peut-être n'est-ce pas le meilleur livre d'Alain, qui en a écrit tant et de si beaux, il en a de plus profond, ou du moins il en a que lui-même préféré. Mais celui-ci est le plus facile, sans l'être trop, et constitue comme une introduction à cette œuvre capitale. Pourquoi est-ce qu'il a attaché une si grande importance à la notion de bonheur? C'est que le bonheur, à ses yeux, était le premier devoir de l'homme. On dit bien, écrivait-il, qu'il n'y a d'aimer que celui qui est heureux. Mais on oublie que cette récompense est juste et méritée, car le malheur, l'ennui et le désespoir sont dans l'air que nous respirons tous. Nous devons reconnaissance à ceux qui purifient la commune vie par leur énergique exemple. Tout homme et toute femme devrait penser continuellement à ceci, que le bonheur, j'entends celui que l'on conquiert pour soi, est en même temps l'offrande la plus belle et la plus généreuse aux autres. On devrait, disait-il encore, enseigner avant tout aux enfants l'art d'être heureux. La première règle serait de ne jamais parler aux autres de ses propres malheurs, présents ou passés. On devrait tenir pour une impolitesse de décrire aux autres un mal de tête, une nausée, une aigreur, une colique, quand même ce serait en termes choisis. Plus encore, de leur communiquer les effets d'un malaise moral, d'une irritation passagère. Il faudrait expliquer aux enfants, et aux hommes aussi, que les plaintes sur soi sont vaines, qu'elles ne peuvent qu'attrister les autres, c'est-à-dire en fin de compte leur déplaire, car la tristesse est comme un poison. Chacun cherche à vivre et non à mourir, et cherche ceux qui vivent. Et quelle chose meilleure, merveilleuse serait la société des hommes si chacun mettait de son bois au feu au lieu de pleurnicher sur les cendres.
réduit aux propos sur le bonheur. Et les propos sur le bonheur sont un recueil fait par des amis et qui ont exprès voulu faire quelque chose de très accessible et qui peut-être ont choisi, je dirais, des moments faibles. Quand on écrit son propos tous les jours, il y a des moments plus faibles que d'autres, et d'autres, heureusement, il y en a de plus forts. C'est pourquoi je parlais du recueil Minerve, qui a un peu la même visée que les propos sur le bonheur, mais qui a recueilli des points plus forts, et qui du coup est moins connu. Mais le propos sur le bonheur a été connu essentiellement par les conférences et l'autorité de quelqu'un comme André Mauroy, qui s'en est fait le héros. Oui. Je crois que par eux-mêmes, c'est un livre qui s'est très vite répandu. Ça voulait être un livre pour débutants, un livre facile. Et ça a été un livre facile au bon et au mauvais sens du terme. Ce n'est pas le plus fort d'Alain, c'est pas si mauvais que ça non plus, si on met à part ce qu'on en a dit ensuite, et la fadeur qu'il peut y avoir par la répétition et dans le souvenir. Il y a un défaut de tous les recueils de propos, c'est que le propos est fait pour être lu isolément. Le propos est fait pour un journal. On le lit un jour et on attend le jour suivant pour lire un autre propos. Et je crois que les propos sur le bonheur, s'ils étaient lus comme ça, paraîtraient moins faibles que quand on les lit tout à la file comme si c'était un ouvrage. Il y a par ailleurs les ouvrages qui ont été faits pour être composés. Et il y a eu très tôt des lecteurs qui allaient chercher à la gare Montparnasse le journal normand dans lequel paraissaient les propos, et qui les découpaient et qui en faisaient des recueils. C'est comme ça que les recueils ont commencé. Seulement, ce n'étaient pas des recueils thématiques, puisque c'était au jour le jour, un jour sur la politique du moment, un jour sur Descartes, un jour sur le jeu d'un enfant. Après, on a fait des recueils thématiques. Alain a écrit aussi pour les journaux d'instituteurs, également, des propos beaucoup plus denses que les propos sur le bonheur. Et il n'a jamais écrit pour d'autres journaux que radicaux. Oui, il a écrit pour La Lumière, il a écrit pour un journal de syndicat d'instituteurs, alors ce n'était pas un journal radical, proprement parlé. Et il attachait, je crois, beaucoup de valeur à ce qu'il écrivait pour ce journal d'instituteurs. Régulièrement, il y avait sa rubrique. Ça faisait partie des propos repris ensuite dans les libres propos. Et ce sont en général des propos denses, serrés. Je parlais de points forts et de points faibles, ce sont plutôt des points forts. Et ils ont été repris dans les propos sur l'éducation. On eût dit que le monde des hommes s'éveillait. Une université populaire se fonda du jour au lendemain. Tous les jeunes en étaient. Nous parlions à la ville et dans les faubourgs, non point pour instruire. Nous disions au peuple ce qu'il pensait. Nous dévoilions toutes les tyrannies. Avec nous, une partie de la sérieuse bourgeoisie, quelques officiers même de terre et de mer. Nous apprîmes alors l'éloquence, qui suppose la fraternité toute généreuse. Jusque dans la campagne bretonne, nous allions par voiturée. Je me souviens qu'un dimanche, à Guéméné-sur-Scorff, qui est une ville du XVIIe siècle, où l'auberge a des vitraux sur plomb, je parlais sous la halle, devant une masse paysanne qui riait aux bons endroits. Je leur prouvais que le diable n'existe pas. Un physicien, aujourd'hui très haut placé, en ce temps-là tout feu et tout gaieté, se levait de temps en temps pour certifier que les temps de la raison étaient venus. C'est alors que l'on comprend que le peuple, ce fils d'Ésope,
n'est jamais abruti ni endormi. Il n'est qu'abandonné. Coopération des idées de Rouen, Université populaire. Programme des mois d'octobre et novembre 1902. Samedi 18 octobre, discussion contradictoire sur le socialisme. Monsieur Chartier, professeur au lycée, aura l'obligeance de présider cette discussion. Après l'éloquence, la presse. Il se fonda un journal radical qui aussitôt manqua d'argent et de rédacteurs. Le travail courant était fait par un homme de métier, mais je voulais du sérieux et du brillant. Or, je trouvais aussitôt des difficultés qui m'étonnèrent beaucoup. C'est alors que j'écrivis des chroniques à l'applaudissement de tous. Et en effet, c'était raisonnable et plat. Je le voyais bien. Alain, qui entra alors en scène, commença très mal. Il écrivait comme un professeur. Cette maladie du style me poursuivit jusqu'à Rouen. Mais il fallait écrire, et j'écrivais. Toujours sans rature, bien entendu. Toutefois de façon à me guérir à jamais de toute ambition littéraire. Tout métier veut apprentissage. Et il n'a pas fait autrement. Son action politique se résume finalement à sa participation à des journaux radicaux. Oui, oui. Et puis, l'action qu'ont pu avoir ces livres, et notamment Mars ou la guerre jugée, qui a eu certainement une grande influence sur le mouvement pacifiste, en France en tout cas. Mars et la guerre jugée, suite à Mars, c'est des propos généralement écrits pendant la guerre ou tout de suite après, et où il développe la fureur du troupier contre les va-t-en-guerre de l'arrière. Alors c'est à peu près à ça que ça se résume, et aussi une attitude très virulente critique à l'égard de l'institution militaire. Il avait une allergie à l'institution militaire. Il avait une allergie à l'institution militaire. Il faut rappeler qu'il s'est engagé dès les premiers jours de la guerre, et avec hâte d'être pris. Je dirais qu'il fuyait l'arrière, vers le front. C'est-à-dire qu'il fuyait les déferlements de sottises qu'il faudrait entendre, et qu'il préférait le danger à la sottise. C'est-à-dire qu'il refusait d'être un embusqué. Plus qu'il n'aurait pas été un embusqué à son âge, mais il refusait d'entendre entonner la trompette guerrière. Il préférait la faire que d'en parler. Mars ou la guerre jugée. Théodule. Théodule était déjà assez avancé dans l'âge difficile lorsque la guerre survint. C'était un homme vigoureux mais faible d'esprit, attaché aux petites choses et craignant la mort, misanthrope parce que les femmes ne l'aimaient plus, et désespérant des affaires publiques à mesure qu'il se voyait des poches sous les yeux, lettré et méprisant la canaille, triste et traînant sa vie. Le grand massacre aurait dû l'achever par l'angoisse, la colère et l'accablement, mais point du tout. Le voilà en courage, en indignation, en espérance, indomptable en son fauteuil, courant au journal comme à un spectacle, enviant de bonne foi ces morts héroïques et les imitant en son par-dedans, chose tonique, délivrait des discours tristes par ce danger en images, mieux assurait contre cette mort qui ne suit plus les âges, tirait hors de lui par l'admiration, aimant mieux même ce neveu qu'il avait à la guerre parce qu'il n'enviait plus l'insolente jeunesse, trouvant douceur à le pleurer et orgueil à n'en point mourir, embelli, relevé, délivré. La victoire t'était bien due, Théodule. Tu l'as bu toute à cette fenêtre. Les dieux t'avaient réservé la grandeur de celui qui admire. Quand cette chose humaine, ordonnée et rythmée, s'avançait belle et insensible, des larmes jeunes ont jailli de tes yeux. Ressuscité, oui. Désormais, assuré de ta vie,
justifié de ta politique, de tes mépris, de tes haines et de tes amours. Poète désormais par le souvenir de ces instants, fort de cette force, insolent de cette insolence, courageux sans risque, consolé sans reproche, ivre sans vin, religieux sans honte, et méchant avec bonheur, et non sans esprit. Au lieu d'un vieillard triste, sans idée, sans puissance et sans plaisir, livré aux médecins et aux remèdes. Mais les médecins cherchaient mal, et les anciens remèdes sont les meilleurs. Il suffisait de ce bain de sang. Il fallait être dedans jusqu'au cou et se taire. Et se taire. Oui. Et il a parlé, les gens dont il a parlé avec beaucoup d'éloges, c'est les gens du mouvement pacifiste et notamment de Romain Rolland. Et c'est les deux positions contraires, celle de Romain Rolland et la sienne, convergeaient. Et dans sa pensée, elles convergeaient. Celui qui n'est pas au danger immédiat ne peut parler que contre la guerre. S'il dit autre chose, c'est déshonorant. Donc, ou se taire, et si l'on en a encore la force physique, aller au plus fort du danger. Or, il avait dépassé l'âge d'être mobilisé, mais il était robuste, et les autorités médico-guerrières l'ont accepté. Et il y a un texte, je crois que c'est dans une lettre, où il dit, parlant de ses camarades, si je leur parlais de la nation, ils se moqueraient de moi, mais si je leur dis, vous n'allez pas laisser le père Chartier tout seul, ils resteront quel que soit le danger. Donc le sentiment d'une solidarité très restreinte, très étroite et vécue très prosaïquement, de partage du danger, du partage de la boue, du partage de la fureur. Je crois que ça a été pour lui. Et du partage de la contrainte. Et du partage de la contrainte. Et de l'humiliation aussi. Également. Et du coup, c'est l'envers de ce qu'il avait fui. Il avait fui les grands discours, les propos héroïques hors du danger, le soutien du moral. Donc c'est le souci, dans un moment de malheur, d'aller vivre le plus dur. Ça a été, je crois, ça, le mouvement viscéral. Alors les justifications idéologiques sont venues après, et ça cadrait avec beaucoup de vues qu'il avait sur les pouvoirs, sur les nations, sur les passions. Mais le mouvement premier, c'est d'aller au plus dur. J'ai lu beaucoup de ces lettres dites admirables, et admirables en un sens. Quelques-unes adressées à moi par de jeunes amis bien chers, et tous tués, ou peu s'en faut. Lettres aussitôt brûlées, sans réponse, car il aurait fallu dire ceci. Vous écrivez de cette guerre que vous faites et de cette guerre qui vous attend, mais je vois que vous voulez mourir avec grâce, et cela je ne vous le demande point. Cette beauté est de trop. Je ne suis point César, je suis un pauvre homme que vous ne consolerez point. Non, non. J'aimerais mieux que vous n'ayez point détourné les lèvres de ce calice, que vous l'ayez bu amer. Mais vous l'avez bu amer, vous ne me trompez point. On ne trompe pas le vieux maître. Vous pouviez être cynique un peu, droit, assez payé, je pense. Et enfin vous étiez forcé. Commencez par penser cela ou ne pensez rien. Quelle obligation si la force vous prend? Quel est ce mélange de morale et de guerre? Mauvais mélange. Vous étiez forcé. Forcé comme le dernier des fantassins et sous peine de mort. On vous y aurait porté à cette tranchée. J'ai entendu conter que des hommes, au moment de l'attaque, ont élevé l'officier sur le parapet disant « Marchez devant ». Vous n'avez pas, vous, attendu cela, c'est bien. Vous avez couru plus vite que le destin, rassemblant vos forces d'hommes et composant une belle figure d'innocents condamnés et marchant au supplice. Mais pourquoi vouloir me consoler, moi? Pourquoi ne m'avoir pas dit, après cela, que vous aimiez la vie et qu'il vous a été dur de la donner? Il fallait laisser ce reproche à tous. Seigneur, pourquoi m'avez-vous abandonné? Vous deviez être sévère un peu et juste avant tout. Et vous n'aviez pas le droit peut-être de consoler en mentant, même aux femmes.
Ces mensonges peuvent tuer encore 1 million de jeunes hommes avant 10 ans. S'il avait eu 40 ans pour la Deuxième Guerre mondiale, croyez-vous qu'il serait parti dans le même mouvement? On ne peut vraiment pas dire. On peut faire toutes les suppositions. Et vraiment, pas plus qu'on peut faire parler les morts, on ne peut pas faire parler un vieillard très atteint. Vraiment, je ne peux pas dire, tout est possible. Si on examine l'éventail complet des attitudes qui ont pu être prises, je le vois dans toutes ces attitudes. Vraiment, je ne peux pas répondre à cette question. Pourtant, il a patronné ou il a fondé le comité de vigilance antifasciste. Oui, mais c'est pas en 40, c'est en 36, peut-être même en 35. Et les choses allaient vite à cette époque. Il y a eu un comité qu'on pourrait appeler tout simplement républicain. C'est un comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Lui n'a pas pu y prendre part physiquement, mais il a donné sa signature avec Paul Rivet et Langevin. Et puis, alors, il y a eu des amis qui se sont réunis. C'était un refus du danger fasciste qui paraissait à l'époque d'ailleurs plus important qu'il ne paraît maintenant avec le recul de l'histoire. Quand un malheur n'est pas arrivé, on dit qu'il était impossible. De même que quand il est arrivé, on dit qu'il était inévitable. Et le danger fasciste pouvait être pris très au sérieux à l'époque. Il a donné sa signature à ceux qui ont réagi contre ce danger. Bon, c'était dès 1935, puisque le comité s'est formé à ce moment-là, 1936. Ensuite, le comité a été très divisé entre ceux qui appuyaient disons, entre la paix et la liberté. Et Alain n'a plus eu à prendre de grandes positions publiques extérieures, mais il est certain qu'il y a dans son entourage des gens qui ont continué le mouvement sur la lancée du pacifisme sans s'apercevoir du changement profond de circonstances. Et d'autres, au contraire, qui ont vu le changement de circonstances et qui ont réagi en sens inverse. Des divisions, des disputes, des tâtonnements. C'est facile d'être lucide quand l'histoire est passée par là et quand on connaît la suite. Beaucoup de tâtonnements, donc. Et Alain est très en retrait à ce moment-là, principalement pour des raisons de santé. Je ne sais pas jusqu'à quel point un certain embarras du jugement a pu s'ajouter à ces raisons de santé. Je crois qu'on peut dire du pacifisme ce que beaucoup ont dit souvent des états-majors guerriers qui préparent la guerre précédente. Et je crois que vraiment ça explique beaucoup d'attitudes. C'était des gens, je dis Alain et certains de son entourage, qui étaient braqués sur ce qui s'est passé entre 1910 et 1914. Et qui avaient l'impression que l'histoire recommençait et qui voulaient essayer de la faire recommencer mieux et qui percevaient mal ou voulaient laisser de côté les différences de situation. Je crois que vraiment c'est la principale explication qu'on peut donner. C'est une leçon de l'histoire prise à rebours.
ils ont revécu 1910. Et en prenant les attitudes dont ils pensaient qu'elles auraient été saines en 1910. Propos d'Alain. 1er septembre 1923. Le manteau d'Agamemnon. Lucrèce est scandaleux. Tu sais, dit-il, comment les premiers des Grecs se salirent du sang d'Iphigénie. Tu vois cette fille aux genoux tremblants, parée non point pour ses noces, cette chaste fille violée par le couteau. Et pourquoi? Pour obtenir un vent favorable. Voilà les fruits de la religion. Que va-t-il chercher là? Il y avait longtemps que ce sang avait séché. Ce n'était plus qu'un sujet de tragédie. L'amour paternel immolé devant un sentiment plus haut. C'est ainsi qu'un poète doit prendre les choses, au lieu de réveiller cette odeur du sang et cette scène d'abattoir. Qui donc pense qu'Iphigénie fut saignée comme un porc? J'ai une dernière question à vous poser, qui me semble importante, c'est de comprendre un peu ce que Alain dit très souvent quand il dit qu'il faut obéir sans respecter. Dans la mesure où il me semble que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, difficile à admettre, et en plus dont on ne sait pas si on ne fait pas soi-même les frais en adoptant cette position. Je crois que pour comprendre cette formule, il faut se rapporter à Auguste Comte, à la séparation du spirituel et du temporel, tel que l'a pensé Auguste Comte. Alors, l'idée, c'est cet aspect prosaïque du pouvoir, je dirais, qui administre, qui réalise un ordre matériel indispensable. Mais l'important, que cet ordre n'est pas un ordre moral. Et alors, l'autre aspect de l'attitude envers les pouvoirs, c'est le refus de sacraliser les pouvoirs. Le pouvoir spirituel est tout de persuasion, et de persuasion critique, qui affronte la critique. Il n'y a de respectable que la liberté de l'esprit. Et alors, c'est un refus de ce qu'on pourrait appeler le sacré séculier, pour reprendre une expression qui a une allure de Max Weber. Je veux dire d'apporter au pouvoir de l'admiration, de l'enthousiasme, et d'en faire quelque chose de sacré. Il y a donc c'est pourquoi je me référais à Auguste Comte et à la séparation du pouvoir spirituel qui n'est pas un pouvoir, qui est un conseil, et du pouvoir temporel qui n'a qu'à administrer les choses. Alors je crois que c'est ça que ça veut dire, obéir sans respecter. Ça ne suppose pas d'obéir tout le temps et à n'importe quoi. D'abord, alors il y a l'idée républicaine d'obéir à la loi, à condition que la loi ait été élaborée démocratiquement. Et puis il y a l'idée que les pouvoirs deviennent fous si on ne leur résiste pas. Que donc même on rend service au pouvoir en lui résistant, et d'abord en s'en moquant. Mais résister n'est pas désobéir. De l'efficacité d'une formule, Philippe Patro. Bien, ce qui me paraît en tout cas tenable, c'est la séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. C'est-à-dire que pour Alain, comme pour Pascal d'ailleurs, dans ses textes sur les ordres de grandeur, il y a ce qui est dû au pouvoir, ce qui est de l'ordre de la puissance et qui est l'obéissance, et ce qui est dû à la raison et qui est le respect. Le mélange des deux ordres, c'est-à-dire vouloir que la puissance soit en même temps respectée, c'est vouloir confondre les ordres. C'est cette idée, au fond, que toute tyrannie s'imposera toujours au nom de la justice. C'est cette idée, au fond, que tous les discours politiques revendiquent pour eux le monopole de la justice. Dieu est avec eux, la vérité est avec eux, l'histoire les cautionne, etc. Bien, c'est cette séparation, en tout cas, des ordres qui me paraît fondamentale dans cette formule « obéir sans respecter ». Pour le reste, il est évident que si l'on prétend en faire une maxime d'action politique, il y a un certain nombre de difficultés. J'ai l'impression que
effectivement, la pensée d'Alain naît à l'occasion de la réflexion d'un certain nombre de faits historiques déterminés. Bon, c'est la République radicale pour une part, et c'est pour l'autre part la guerre de 14. Or, il est clair que la guerre de 14 a des ressorts psychologiques, que l'on peut effectivement l'expliquer à partir des passions, du sens de l'honneur, etc. Je crois qu'il serait difficile, dans une guerre comme celle de 40, ou bien au Vietnam, ou bien dans un certain nombre de conflits qui paraissent des conflits majeurs, mettant en cause la liberté des individus et leur existence même, il me paraît difficile de maintenir jusqu'au bout cette maxime, obéir sans respecter. Il me semble au contraire qu'il y a un certain nombre de circonstances historiques où la désobéissance s'impose littéralement comme un devoir moral, où la question du respect ne se posant même pas. En quoi le mépris affiché par Alain, le mépris du simple soldat devant l'officier, cette obéissance absolument sans faille, mais qui, avec dans les yeux, montre clairement qu'on n'admire pas, en quoi ça peut être une efficacité politique? Ou est-ce que c'est simplement une règle morale ou presque superfétatoire? Est-ce que vraiment c'est efficace? C'est vrai que le mépris renvoie le visage même de l'autorité, réduite à la puissance, réduite à la force, et que c'est toujours difficile à assumer. Le meilleur tyran, c'est celui qui vous dit je n'ai pas d'ordre à vous donner, je vous donne mon avis, je vous donne mon conseil, mais enfin, je désirerais que vous le suiviez. C'est-à-dire, au fond, une autorité qui toujours se gomme, qui toujours tente à s'annuler derrière le caractère raisonnable de l'ordre. C'est-à-dire, obéissez non pas parce que c'est un ordre, non pas parce que j'ai des galons, mais obéissez parce que c'est juste, parce que c'est raisonnable. Et c'est comme cela que la force finit par se faire oublier, que la puissance finit par se faire oublier dans une adhésion qui est une adhésion où s'aliène l'esprit libre. Florence Codos. C'est une attitude rationaliste. Les citoyens sont des êtres qui pensent, et dès qu'un minimum d'ordre extérieur, et j'insiste bien sur extérieur, c'est pas un adjectif automatique, l'ordre pour lui est extérieur. Donc il n'y a pas lieu de le respecter. Il n'est pas plus respectable que l'ordre de la nature. Donc, ou bien on a les petites contraintes nécessaires de la vie administrative qui empêchent le désordre, ou bien on a des ordres tyranniques, et à ce moment-là, il faut les traiter comme un volcan, comme une tempête, comme un rocher qui s'écroule. On ne discute pas avec un rocher qui s'écroule, on essaye de lui échapper si on le peut, on le subit si on ne le peut pas, mais on ne l'adore pas. Je suis né simple soldat. Les curés qui m'enseignèrent ce qu'ils savaient, et que je sus promptement aussi bien qu'eux, ne s'y trompèrent jamais. Et ils considéraient mes étonnantes versions à peu près comme nous faisons pour les nids des oiseaux ou l'hydrographie du castor. Cela étonne en d'humbles bêtes. Un bon nombre de mes camarades étaient nés officiers, je le reconnus tout de suite, car ils me traitaient sans façon et lançaient ma casquette dans les arbres, à quoi je trouvais un remède qui était de lancer un bon coup de poing de temps en temps. Me voilà donc boursier, toujours, et toujours mal pensant. Toujours revenant à dire ce que toutes les grenouilles pensent, d'être ainsi piétinées, toujours à dire ce qu'elles ne savent pas dire ou ce qu'elles n'osent pas dire, retournant ainsi, noire ingratitude, la rhétorique contre ceux qui me l'ont apprise, et piquant César avec mon coupe-chou. Un bon diable et grand ami à moi toujours, quoiqu'il ait pris des airs d'adjudant, m'a jugé d'un mot comme je revenais de la guerre. Soldat mécontent, a-t-il dit. Veuillez bien comprendre comment notre politique serait simple et claire s'il était interdit de parler ou d'écrire à ceux qui ne sont pas au moins capitaines.